Donc on attaque la seconde partie des origines de la théorie des représentations. Je vous rappelle que l'idée, c'est de calculer θ de g, c'est-à-dire le déterminant d'une table de multiplication d'un groupe fini, en remplaçant chaque élément petit g du groupe G par l'indéterminé xg. Voilà. Et on l'a fait pour les groupes cycliques, pour les groupes abéliens finis. Alors qu'est-ce qui se passe pour les groupes abéliens finis en général? Pourquoi on a réussi à le faire? C'est parce que on a démontré en général, en toute généralité pour G fini, que le produit pour alpha dans le dual de G, c'est-à-dire les morphismes de G dans ces étoiles, de somme de alpha de H, xH, divise ce déterminant. Bon, bah, ça, on l'a vu assez facilement. Et il y a une deuxième propriété, c'est que dans le cadre justement qui est spécifique au groupe abélien fini, c'est que dans le cadre des abéliens finis, eh bien, le cardinal de G chapeau, c'est égal au cardinal du groupe G, l'ordre du groupe. Et donc, cette divisibilité, c'est une égalité au signe près, hein, pour des raisons purement de degré, hein, parce que le degré de θ de G, c'est justement le cardinal de G. Et on a donc obtenu cette égalité. Maintenant, on attaque les groupes de petits cardinaux, et bien sûr, en non abélien, on commence par regarder le groupe S3, hein, c'est le premier groupe non abélien fini, qui est d'ordre 6, et ces éléments sont voilà, E, 1, 2, 3, 3, 2. Donc ça, c'est les 2, 3 cycles, et puis les 3 transpositions et l'élément neutre. Donc on va appeler X1, donc ce sera plus facile, hein, d'appeler X1 X indice E, X2, X3 pour les 2, 3 cycles, X4, X5, X6 pour les transpositions. Maintenant, bah voilà, le drame dans le non abélien, c'est qu'il n'y a plus de vraie dualité, c'est-à-dire que le dual du groupe est trop petit, et là ça va se traduire par le fait qu'on n'a que deux morphismes de G, c'est-à-dire de S3 dans ces étoiles. Bah, c'est le morphisme trivial qui a tout G donne 1, et le morphisme signature, hein, qui a G donne la signature de G, donc les trois premiers ça va vers 1, et les trois derniers ça va vers moins 1. Bien, alors même pour Sn, hein, on sait que le dual de Sn, pourtant Sn est de cardinal factoriel n, et pourtant son dual, c'est-à-dire les morphismes de Sn dans ces étoiles, bah, c'est de cardinal 2. Vous voyez que là, on n'est plus du tout, on est dramatiquement dans une situation non abélienne. Alors quand même, on va faire avec ces deux éléments, hein. Si on reprend ce qu'on avait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a cette divisibilité qui est toujours vraie, hein, ici, sauf que là ça ne va plus être une égalité évidemment, pour des raisons de degré, eh bien on va avoir donc ici la somme, ici, qui va diviser θ de S3, et puis cette somme avec ces moins ici, hein, bien sûr, puisque ici on a des signatures moins 1, hein, c'est les transpositions, ici on a des signatures 1, donc on a ce produit qui va diviser θ de S3, mais lui, on cherche ce... Voilà la table du groupe, hein, on cherche ce déterminant-là, et ce déterminant est de degré homogène, est homogène de degré 6, et ça nous embête un petit peu. Alors maintenant, le calcul donne ça. Essayons d'expliquer. Donc ça, on peut le faire ce calcul à la machine, parce qu'on a... Et je pense que voilà, Dedekind, il l'avait fait, il l'avait trouvé, hein, ce calcul, il avait dû commencer à le faire avant d'envoyer la question à Frobenius. Donc, on va avoir U et V. Donc, U, c'est la somme des éléments de signature 1. Ici, c'est la somme des éléments de signature moins 1. Donc, on a ce U plus V facteur de U moins V. Et il nous reste encore un degré 4 à trouver, en quelque sorte, si on veut factoriser. Et là, on a un polynôme avec multiplicité 2. Et c'est un polynôme qui n'est plus de degré 1. C'est ça qui est marrant, c'est que c'est un polynôme de degré 2 avec multiplicité 2. Il vient à la fois le degré 2 et la multiplicité 2. Donc U1
le voici, V1, le voici, U2, le voici, et V2, le voilà. Donc, on a ça. Bon, alors on va admettre le calcul, et on va essayer de comprendre ce qui se passe. Voilà une première idée en quelque sorte. Hein. Θ de S3, bah, on peut l'écrire en fait comme ceci. Hein, voilà. On se dit que si on a trouvé ce déterminant-là, c'est que ça vient d'un calcul de déterminant par bloc, et que la matrice dont on était parti doit être semblable à une matrice de ce type-là. Hein, d'accord ? Comme ça nous ferait bien le déterminant. Alors, l'idée, ce serait de trouver un endomorphisme naturel sur l'espace Cn, hein, donc n c'est l'ordre de G, hein, dont la matrice, ce serait CXGH. D'accord ? On est embêté avec cette matrice, c'est juste une matrice, hein, mais si ça pouvait devenir un endomorphisme, alors on pourrait, de façon naturelle, changer de base. Idée 2. On voit qu'on avait des caractères, et ces caractères, c'était des morphismes de G dans C étoile. Mais maintenant, C étoile, c'est GL1 de C, c'est-à-dire c'est le groupe linéaire de l'espace de dimension 1 de C. Et donc on va remplacer ce GL1 de C, ce C étoile, par GLN de C. Voilà. Hein, donc là, maintenant, on avait ces espèces de valeurs propres, là c'est alpha de H, là, qui vérifiait alpha de GH égale alpha de G alpha H, hein, alpha G, pardon, alpha H. Donc, bon, je dis que c'est des valeurs propres, hein, regardez, hein, on va avoir des choses comme ceci. Hein. On va remplacer ça par des matrices propres, c'est-à-dire des sommes de phi h, phi de h, xh, où phi, c'est un morphisme, cette fois-ci, de G dans GLN de C. Donc il va vérifier phi de GH égale phi de G fois phi de H. Donc là, voilà, quoi, les représentations sont nées. Hein. Voilà, hein, donc c'est de remplacer ceci par cela. Voilà l'idée qui provient en fait de cette vision, hein, avec des A là. On va continuer sur cette idée. Donc on a l'idée d'appeler ça représentation, hein, un morphisme de groupe qui va de G dans GLN de C. Alors effectivement, ça représente, c'est-à-dire que ce sont des matrices qui, en se multipliant, représentent ce qu'est la multiplication qui se passe dans le groupe. Et on dit que la représentation est de degré n, hein, parce que ça va dans GLN de C. Vous allez voir, hein, par la suite que la terminologie de la théorie des représentations provient bien des origines avec Dedekind et Frobenius, parce que tout provient, hein, le mot degré et le mot irréductible, ça provient en fait du monde des polynômes, hein, puisqu'on voulait factoriser un polynôme. Donc la représentation est de degré n. Alors voilà un exemple naturel, c'est la représentation par permutation, hein, c'est un exemple de représentation. On va envoyer une permutation sigma de S3 vers la matrice de permutation qui correspond, qu'on connaît. Bon, il n'y a pas de i ici, mais bon, voilà, c'est pas grave. C'est la matrice de permutation, et on a bien un morphisme. C'est-à-dire que quand on compose ici les éléments de S3, on multiplie les matrices ici. Voilà les 6 matrices de permutation, hein, dans le bon ordre. Hein. Les 2-3 cycles, les transpositions, l'identité. Alors, petit exercice, pourquoi ces matrices sont diagonalisables sur C? Alors c'est quelque chose d'assez connu, elles sont diagonalisables sur C, parce qu'elles sont dans un groupe fini, donc par Lagrange, elles vont toutes vérifier que x6 est égal à l'identité pour toutes ces matrices. Donc elles sont annulées par le polynôme x6-1, et donc qui est, bon, on le sait, sin des simples sur C. On voit donc bien l'utilité ici, hein, de travailler sur C,
qui est à la fois algébriquement clos et de caractéristique 0. S'il nous manque une des deux, on est très embêté dans la théorie des représentations. Ces matrices ne sont pas simultanément diagonalisables, hein, sinon, évidemment, le groupe commuterait. Hein, voilà. On a ce qu'on appelle une représentation fidèle, hein, vous voyez, on a 6 éléments bien distincts. Hein, donc, c'est-à-dire que le morphisme au départ était ρ, hein, de représentation, et il était injectif. Hein, donc on a bien 6 éléments distincts. Et donc, ce n'est pas simultanément diagonalisable, parce que si elles étaient simultanément diagonalisables, ce serait commutatif, et donc le groupe de départ, par injectivité, serait commutatif aussi. Alors maintenant, il y a une droite stable commune D. Oui, on voit que 1, 1, 1, le vecteur 1, 1, 1, est un vecteur propre commun, d'ailleurs pour la valeur propre 1, à toutes ces matrices. Donc la droite engendrée, qu'on appelle la droite canonique, hein, de C puissance 3, la droite canonique va être stable. Et il y a également un plan stable H comme hyperplan, hein, lequel, oui, puisque toutes ces matrices sont des matrices orthogonales, hein, voilà, à partir du moment où il y a une droite stable, l'orthogonale de la droite est stable. L'orthogonale pour la forme canonique. Alors on peut dire tout ça avec des formes unitaires, hein, la forme hermitienne canonique sur C3. Et donc l'orthogonale, c'est-à-dire le plan d'équation x plus y plus z égale 0, qui est l'orthogonale de 1, 1, 1, en quelque sorte. Et bien ça va être aussi stable. Alors donc, je vais partir de H. C'est H qui va m'intéresser, parce que là, j'ai un plan. Vous voyez, le côté dimension 2 qu'on avait tout à l'heure. Je vais m'intéresser à ce plan. Et je vais dire, c'est le plan des triplés de C3, tels que Z1 plus Z2 plus Z3 est égal à 0. Il est engendré par 1 J2J et 1 J2, hein, puisque voilà, hein, on vérifie que c'est de dimension 2 et que ces deux vecteurs-là sont bien dans le plan et sont bien libres. Et maintenant, les automorphismes de permutation, c'est-à-dire qu'on va prendre ces matrices et on va les voir comme des automorphismes de C3 qui se restreignent, ces automorphismes, à H. H est stable par ces automorphismes, et tous ces automorphismes vont s'écrire dans cette base-là sous la forme on va regarder ces automorphismes, on va regarder leur matrice dans cette base, et puis voilà. Et puis ça va donner ceci. Hein, d'accord ? Donc P1 va devenir l'identité évidemment. P2, P2 c'est facile à voir, hein, prenons P2, lui il envoie E1 sur E2, E2 sur E3, E3 sur E1, et donc il va envoyer lui sur J fois lui-même. Il va l'envoyer sur J1, J2, hein, c'est assez facile à voir. Et donc, pareil pour lui, puis on va avoir ceci là, on va avoir cette matrice-là, et Q3, celle-là, évidemment. Q4 vient de P4, qui permute E2 et E3, et quand on permute E2 et E3, ça fait cette permutation-là. Après, on vérifie tout ça. Hein. Et ce qui est intéressant, quand on va regarder la somme des xi QI, hein, xi fois QI, eh bien ça va nous donner exactement cette matrice de 2 là, cette matrice A, d'accord, qui se retrouve ici, avec les U1 ici, U2 ici, là on a juste échangé J et J2, V1 ici, V2 ici, on a échangé J et J2, on peut passer de là à là. Donc vérifiez-le, j'espère que je n'ai pas fait d'erreur de calcul. Maintenant, on veut comprendre ce qu'on a fait. Parce que pour l'instant, c'est juste des coïncidences qui s'alignent. Et on va introduire ce qu'on appelle l'algèbre du groupe. Donc si G est un groupe fini, eh ben c'est de la linéarisation. On va regarder l'espace
vectoriel, donc c'est le linéarisé en gros de G, hein, une espèce d'enveloppe linéaire de G, c'est-à-dire que on va prendre comme base canonique de l'espace les E indices G, quand G parcourt G, donc la dimension de CG, ça va être, ça va être le cardinal de G, et on va mettre sur CG, alors déjà il a une structure d'espace vectoriel sur C, de dimension cardinale de G, et en plus on va mettre dessus une structure d'algèbre en multipliant E, il suffit de savoir multiplier la base, EG fois EH, ben c'est EGH. Voilà. Alors maintenant regardez cette proposition, ça va être la proposition clé, soit X la somme de G dans grand G de XG EG. Voilà, donc ici XG c'est des coefficients hein, de C. Hein. Ça c'est un élément courant hein, dans C de G. Et puisque CG est une algèbre, je vais pouvoir multiplier par X et obtenir un morphisme d'espace par multiplication. Et par multiplication par x à gauche. Hein. Et c'est pour ça que je l'appelle L, comme left. La matrice de Lx, dans la base canonique, eh bien, ça va être tout simplement xg h-1. Voilà, hein, ça va être cette matrice-là. Alors la preuve est simple, hein. Vous prenez Lx de EH, et donc ça fait x fois EH, donc c'est la somme des xk, ek fois EH, mais ek fois EH, ça fait EKH par définition. Et donc maintenant, avec un changement de variable, ici je mets G, et là je vais avoir GH-1. Voilà. Alors, vous allez me dire, on voulait GH. Oui, et ben voilà, on a GH-1, c'est pas grave parce que c'est juste une permutation qu'on fait sur les colonnes. Hein, H donne H-1, c'est juste une permutation, donc il n'y a pas grand-chose. On multiplie juste par une matrice de permutation, ce qui ne va pas changer le déterminant. Et on avait vu que le déterminant, il était au signe près. Une matrice de permutation, bah, son déterminant, c'est la signature de la permutation, donc c'est plus ou moins 1. Et donc ça, c'est pas très très grave hein, d'avoir eu GH-1 à la place de GH. Donc, maintenant, on a écrit ce déterminant, mais plus comme déterminant d'une matrice, comme déterminant d'un endomorphisme, sur un espace adapté. Et ça, c'est quand même l'étape clé. Hein. Et maintenant, il faut trouver une bonne base dans laquelle Lx s'écrit sous cette forme-là. Voilà, c'est ça l'idée. Alors maintenant, on va le faire dans un cadre assez général, hein, soit ρ, hein, une représentation de G de degré D. Hein, donc ça veut dire la dimension de l'espace c'est D. Hein. On note P ρ, le polynôme qui envoie xg, d'accord, c'est un polynôme à cardinal de G variable, hein, sur le déterminant de ça, hein, de la somme des xg ρ de G. Hein. Donc ρ de G, ça c'est des matrices inversibles, mais cette somme-là, c'est des matrices tout court. Hein. Et on prend le déterminant de ça, et ça va nous faire une fonction polynomiale, puisque le déterminant, c'est polynomial. Voilà. Alors, on regarde son terme, donc là ici, c'est des matrices D, d'accord, comme Dedekind, et son terme en XED, eh ben, ça, c'est pas difficile, hein, c'est comme si on veut connaître le terme en XE puissance D, parce que ça va être homogène de degré D, eh bien, il suffit d'annuler tous les autres XG, quand G est différent de E, ce qui nous fait le déterminant de XE ρ de E, donc comme ρ est une représentation, ρ de E, c'est l'identité, puisque c'est un morphisme de groupe, et donc on veut avoir det de XE id. Donc ça fait XE puissance D fois 1, évidemment. Donc le terme en XED, c'est 1. Bon, très bien. Et maintenant, on cherche à aller un tout petit peu plus loin. On prend G différent de E, et on veut son terme en XE puissance D moins 1, XG.
D'accord? Je vous rappelle donc que ce polynôme est homogène de degré d. Alors, bah, c'est comme si on annulait tous les éléments autres que E et G, cette fois-ci. Donc on prend le déterminant de cette matrice-là. Mais le déterminant de cette matrice-là, si on regarde bien, c'est le polynôme caractéristique de xg rho de g en moins xe. Et on veut en avoir le terme en xe puissance d-1 xg. Bah, ça, c'est facile, il faut regarder le terme en xe puissance d-1 au signe près de ça, de ce polynôme-là. Et ça, on sait que c'est... alors ici, on va avoir xg. Donc ça va être xg. Si on regarde le terme en xe puissance d-1 ici, eh bien c'est xg, c'est la trace de xg fois rho de g, au signe près, comme il y a un moins là, et qu'on cherche le terme en xe puissance d-1 fois xg, donc il faut enlever ce xg là, il ne reste plus que la trace de rho de g. Et voilà quelque chose, c'est-à-dire qu'on a un polynôme p rho qui va être, disons, unitaire en quelque sorte en xe, qui est donc homogène de degré d, unitaire en xe en quelque sorte, et dont le terme pour tout g différent de E, comme ceci, et ça va être la trace de rho de g. Hein. Bon, ça c'est... Alors, ceux qui connaissent la théorie de la représentation savent que ça c'est le caractère. Donc le caractère arrive, hein, ça encore c'est une autre terminologie, pourquoi on va voir pourquoi on appelle ça le caractère, et il arrive comme un certain terme important de ce polynôme, parce qu'on avait un terme un peu trivial, 1, et on est allé chercher un petit peu plus loin, pas très loin, et là on a le caractère. Alors voilà, maintenant on est arrivé au théorème central, le théorème prouvé par Frobenius, extraordinaire, hein. Il a résolu le problème de Dedekind. Il existe une famille de représentations ρ, de degré d indice ρ, de g, tel que ce déterminant, c'est le produit de polynômes p ρ d ρ, et ce sont des polynômes irréductibles, distincts, et d ρ, c'est exactement ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est que d ρ, c'est exactement le degré de p. D'accord ? Tout à l'heure, on avait vu qu'on avait un polynôme de degré 2 à la puissance 2. Et en plus, ce polynôme est irréductible. Bon, alors ça, c'est intéressant. Et bon, on a le théorème, Frobenius énonce aussi le théorème sur le caractère. Donc ça, c'est cette trace, cette application qui a G donne la trace de rho de G, c'est une application qui est appelée application caractère. C'est le caractère de rho. Maintenant, si d ρ, le degré de la représentation ρ est égal à 1, eh bien, la trace, ici, ça c'est une matrice qui est 1, 1, donc la trace de rho de g, c'est rho de g. Donc on retrouve la notion qu'on avait tout à l'heure quand on allait dans C étoile, quand on avait une application de G dans C étoile, qu'on appelait caractère, parce que c'était un morphisme. Là, c'est plus un morphisme, mais ça généralise la notion de caractère, et c'est pour ça que ça s'appelle encore caractère. Mais il y a une autre raison pourquoi on a envie encore de l'appeler caractère. Alors, je vais donner l'idée de la preuve de Frobenius. Hein. D'abord, un petit exercice de classe prépa, on va dire, de colle, hein. On peut le donner en colle, cet exercice. Si A est une matrice de Mn de K, et LA, donc c'est la left, hein, c'est la multiplication à gauche par A, de Mn de K dans Mn de K, et donc ça c'est un endomorphisme de Mn de K, et le déterminant de cet endomorphisme, c'est le déterminant de A puissance n. Donc n c'est la taille de la matrice. Voilà. Bon, c'est très facile. L'idée c'est de décomposer Mn de K en somme directe de n sous-espaces de matrices. Donc vous prenez des matrices unicolonnes, ça veut dire que vous mettez ce que vous voulez, vous choisissez une colonne,
la colonne J, et pour J, vous mettez ce que vous voulez comme élément de K dedans, et ailleurs vous mettez des zéros partout. Donc ça fait un sous-espace de dimension n évidemment, qui est stable par LA presque évidemment, et donc, par stabilité, on va pouvoir écrire dans une certaine base LA, hein, comme la matrice de LA comme quelque chose de diagonalisable par bloc. Hein, voilà. Et c'est des blocs de taille n. Et quand on regarde ces blocs, bah, c'est juste, puisqu'on a une colonne, cette colonne, vous pouvez l'écrire grand X, et c'est l'application qui a X donne AX. Donc on revient vraiment sur A, et le déterminant, bah, évidemment, c'est le déterminant de A. Donc on a n blocs, dont le déterminant c'est A, donc LA va s'écrire dans une certaine base, hein, par une matrice bloc, hein, avec des blocs de déterminant A et n blocs de déterminant A. Donc ça, c'est le déterminant. Donc voilà déjà une première chose, qui est un exercice de taupe. Hein. Alors maintenant, une définition. Alors une représentation ρ de G dans GLD de C peut se prolonger par linéarisation en un morphisme d'algèbre de CG dans MD de C. On sait, c'est le théorème fondamental de l'algèbre linéaire, hein, qui nous dit que si on a l'image d'une base, eh ben, on a une application linéaire. Là, on a mieux, on a l'image d'une base, d'accord, et G, puisque les éléments de G, c'est une base de CG, donc on a déjà une application linéaire de là vers là. Et en plus de ça, comme c'était un morphisme ici, ben ça va devenir un morphisme d'algèbre, puisque on a la compatibilité avec la multiplication. Alors maintenant, cette représentation ρ va être dite irréductible si la sous-algèbre ρ de CG, on appelle encore ρ hein, le morphisme ici, donc ρ de C de G c'est une sous-algèbre ici, et ça agit sur C puissance D, hein, bien sûr, et donc on veut voir si, quels sont les sous-espaces stables, hein, de cette sous-algèbre, et on dit que c'est irréductible si cette sous-algèbre n'a pas de sous-espace stable non triviaux. Donc les seuls sous-espaces stables par tout ρ de CG, eh bien c'est 0 et C puissance D tout entier. Alors, on a un théorème, alors ça, c'est faisable avec les moyens du bord, avec des moyens de classe prépa, hein, ça peut être aussi, bon peut-être pas un exo de colle, mais un devoir maison. Je sais qu'il y a eu un problème de centrale là-dessus, ça s'appelle le théorème de Burnside pour les sous-algèbres irréductibles. Hein, donc vous pouvez le trouver. Donc c'est un classique qui se prouve sans trop de difficultés et qui a fait l'objet d'un problème de centrale. Je ne sais plus en quelle année par contre, qui dit que donc, cette représentation ρ est irréductible si et seulement si ρ de C de G est égal à MD de C, on sait que c'est inclus, mais il faut que ce soit égal. Alors effectivement, si c'est égal, quels sont les sous-espaces stables par tout MD de C? Évidemment, c'est que 0 et C puissance D. Ça, il n'y en a pas d'autre, hein, évidemment. Mais bon, la réciproque est vraie. Voilà. Donc on va admettre ça. Encore une autre chose qu'on va admettre, c'est que l'intersection des noyaux des représentations irréductibles de G est triviale. Alors quand on va regarder ρ comme morphisme de G dans GLD de C, ce qu'on appelle le noyau, évidemment, c'est le noyau de ρ, on va regarder toutes les représentations irréductibles possibles, bon, à isomorphisme près, et l'intersection des noyaux, c'est trivial. En fait, ça se fait facilement à l'aide de la représentation régulière. En gros, on montre
que si on a un élément dans l'intersection des noyaux, de ces représentations irréductibles, alors il est trivial sur la représentation régulière, c'est-à-dire sur la représentation par multiplication par G, hein, sur C de G. Donc on a introduit tout à l'heure C de G, on a introduit des multiplications à gauche, et donc c'est des morphismes, des endomorphismes de C de G, et on montre que si on a un élément qui est dans l'intersection des noyaux, alors l'image est triviale. Mais si l'image est triviale, c'est que c'est juste l'élément trivial. Parce que ça veut dire que cet élément-là, c'est un élément de G qui va stabiliser, qui va être trivial par multiplication à gauche sur G. Donc là, c'est forcément juste l'élément neutre. Voilà. Alors ça, c'est un résultat qu'on voit en master, normalement, hein, et qui, Inch'Allah, est encore à l'agrég, au programme d'agrég, mais on verra pour combien de temps. Alors maintenant, allons-y sur la preuve. Eh bien, on a maintenant un isomorphisme d'algèbre, hein, donc la preuve du théorème de Frobenius, on a un isomorphisme d'algèbre de C de G vers toutes ces matrices-là, pour toutes les représentations irréductibles, à isomorphisme près. Hein. Alors comment on définit l'isomorphisme? Ben, pour définir un morphisme de CG dans S, donc cette algèbre-là, il suffit de le définir sur une base. Donc on va envoyer G dans grand G, d'accord, donc une base ici, sur, donc en fait je devrais dire E indice G, hein, ici, sur cette matrice par bloc, ρ1 de G, ρ2 de G, ρk de G, donc les ρi, c'est les représentations irréductibles, hein, j'ai oublié de mettre irréductibles, distinctes, hein, de degré DI, donc ça, voilà, sont des représentations, mais c'est en fait les représentations irréductibles à isomorphisme près, donc on les a toutes ici. Et maintenant, bah, comme ça, c'est compatible avec la multiplication, ça va nous donner ici un morphisme d'algèbre. Maintenant, comme l'intersection des noyaux ici de tous les ρ I, c'est l'identité, d'après ce qu'on a vu ici, eh bien ça va être injectif. Et d'après le résultat d'avant, ici, ça va être surjectif là-dessus. On va avoir tous les AI dans MDI de C. Bien. Bon, je n'ai pas tout à fait démontré que c'était surjectif quand même, pas exagéré, mais en tout cas, ça l'est, on va admettre que ça l'est. Et maintenant, que va devenir mon endomorphisme Lx, qui était ici, quand on a remplacé C de G, les deux C de G par S, hein, par transport de structure, bien, il va se transformer en une concaténation de morphismes comme ça par bloc, où on multiplie par A. Et donc qui sont de déterminants ceci. Et donc, quand on va calculer le déterminant de Lx, c'est-à-dire ce qu'on cherche au départ, le θ de G, dans une base réarrangée, parce qu'on a fait un transport de structure ici, on va voir que pour chaque bloc, AI, hein, ça va nous donner un polynôme de degré DI, mais qui est à la puissance DI. Voilà. Et on va faire le produit de ça, parce que c'est par bloc, et on va avoir que θ de G, c'est égal à ceci. Voilà. Hein, donc, quand on était dans le cas abélien, ici, les blocs, c'était des blocs de taille 1. Tout était diagonalisable. Mais là, c'est plus des blocs de taille 1, et on va avoir θ de G égale ceci. Alors maintenant, vous allez me dire, oui, alors bon, l'irréductibilité, il se trouve que c'est lié à l'irréductibilité de P. Donc c'est là où vous voyez qu'on a la notion de degré d'une représentation qui vient de la notion de degré du polynôme, et la notion d'irréductibilité d'une représentation qui provient d'irréductibilité de polynôme. Tout a été basculé, hein,
au niveau terminologie du monde des polynômes vers le monde de la théorie des représentations. Mais maintenant, il n'est pas clair que les pays soient distincts. Et ça, c'est quelque chose qui provient de quelque chose qui est encore au programme de la grecque, de théorie de représentation, c'est que le caractère caractérise. Donc j'avais dit, on verra pourquoi le caractère s'appelle caractère, c'est parce qu'il caractérise la représentation. C'est-à-dire que les ρ-i étant des représentations distinctes, l'application qui a G donne la trace de ρ-i de G, toutes ces applications pour les i différents sont distinctes. Donc, puisque on a des polynômes qui ont des coefficients distincts, ils ont même coefficient 1 en une certaine en xe puissance di, et ils ont sur un autre monôme des coefficients distincts, tous, et bien, les polynômes sont forcément distincts. Voilà. Et là, c'est terminé. On a démontré on n'a pas démontré, on n'a pas tout démontré, mais on a vu comment montrer le fameux théorème de Frobenius. Ceux qui connaissent la théorie des représentations, bien sûr, peuvent avoir leur repère dans ce qu'on a raconté là. Peut-être que les autres, c'est une introduction, peut-être que ça a été un petit peu plus laborieux vers la fin. Mais je vais quand même terminer par un théorème récent de 1991. C'est le théorème de Formanek, qui dit que le groupe G est entièrement déterminé par θ de G. Donc je rappelle, pour ceux qui connaissent la théorie des représentations, et je le dis pour les autres, que deux groupes finis non isomorphes, comme par exemple le cas du groupe D4, le groupe diédral, le groupe du carré, et le groupe H8, donc le groupe appelé quaternionique, ils ont même table de caractères, donc les représentations. Et quand on regarde juste ce qui caractérise les représentations, c'est-à-dire leurs traces et donc leur caractère, eh bien, les deux groupes ont même table de caractère. En revanche, ils vont forcément avoir des θ de G différents. C'est-à-dire le caractère n'est qu'un terme, finalement, qu'un coefficient du polynôme associé à la représentation. Et en fait, Formanek a démontré, c'est un tour de force, de montrer qu'on a un invariant des groupes, que ce polynôme θ de G voit les groupes. C'est magnifique, on peut associer à un groupe un certain polynôme. Voilà, et ce polynôme détermine entièrement le groupe. Voilà, c'est terminé. C'était une petite introduction à la théorie des représentations pour certains, peut-être violente vers la fin, et un rappel, un prequel pour les autres, un rappel des origines. On va s'arrêter là.